Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reçois aujourd'hui Marielle qui va nous parler d'elle et de son burn-out. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, hein, Claire Jardin-Ménard. Je suis coach en burn-out féminin. J'accompagne les femmes à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Vous savez, moi aussi, j'ai connu ce tsunami il y a 3 ans et il me tient vraiment à cœur maintenant d'aider toutes celles d'entre vous qui souhaitent se transformer vers une meilleure version, encore plus proche de la bonne version que vous souhaitez. Alors Marielle, enchantée de te recevoir, je te laisse te présenter. Oui, déjà merci de cette interview, Claire. J'ai été très touchée que tu me contactes pour parler de ce moment de vie qui est quand même un moment douloureux, mais très, quelque part, très transformateur, qu'est le burn-out. Donc, voilà, moi, je m'appelle Marielle Lieberclair, j'ai 53 ans, je suis coach en leadership féminin et en prise de parole en public également. Je fais ça depuis un peu plus de 9 ans maintenant, après avoir été comédienne pendant longtemps au théâtre. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de permettre aux femmes que j'accompagne de révéler leur potentiel, notamment au travail, et de leur permettre de se rendre compte à quel point elles sont riches de tout leur parcours, de tout leur possible, et que bien souvent, c'est des croyances limitantes et c'est des freins ou des images de soi faussées qui nous empêchent en fait de nous réaliser au travail. Donc voilà, en faisant quelque chose de très synthétique. Ouais, Voilà un petit peu mon métier aujourd'hui. ouais. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé ce burn-out? Déjà, voilà, quel était le contexte? Comment tu l'as reconnu? Est-ce que vraiment c'est toi qui as su que tu étais en train de tomber en burn-out ou bien on te l'a dit? Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, pour faire un petit élément de contexte, ce burn-out, j'ai été diagnostiquée en burn-out en février 2021. Mais les années précédentes, j'avais déjà eu des périodes où je commençais à frôler un épuisement assez fort. Mais je dirais qu'à chaque fois, je me suis un peu rattrapée aux branches au dernier moment. Il y avait des moments où je le sentais, en fait, j'avais plus envie de travailler, alors que moi, j'adore mon métier, j'adore mes clients, etc. Puis ces périodes où je ressentais un peu de l'agacement, je me disais, je ne me reconnaissais plus. Donc, voilà, donc en général, je freinais, je levais le pied. Sauf qu'en 2020, au moment où je me suis vraiment brûlée, c'est un moment où j'étais en train d'organiser mon premier sommet, mon sommet grandeur d'âme, et j'ai tout donné, en fait, parce que cette année 2020 était une année extrêmement anxiogène. Euh, j'ai eu un total arrêt de mon activité de coaching dès le premier confinement. Donc, ça fait quand même très peur. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre la clé sous la porte. J'ai plus de profession, mais je ne sais pas quoi faire d'autre parce qu'il n'y a que ça que j'aime faire. Donc, professionnellement, j'étais extrêmement désemparée et très angoissée. Et donc, quand l'activité a commencé un petit peu à repartir au second semestre 2020, j'ai décidé de monter ce sommet et je voulais vraiment le faire réussir parce que j'avais déjà un premier semestre qui avait été désagréable, triste, plein d'anxiété et de peur. Je me disais, voilà, je voulais offrir un sommet qui soit beau, qui apporte aux femmes et qui me permette moi aussi un petit peu de me redonner du baume au cœur par rapport aux 6 premiers mois de l'année. Et donc, je suis restée quasiment 3 mois entre le temps de la préparation du sommet, la durée du sommet qui dure 8 jours, plus les 15 jours, 3 semaines ensuite où il y a la vente des coffrets, etc. Je suis restée, oui, quasiment 3 mois sans prendre de week-end et à travailler entre 10 et 14 heures par jour. J'avais une équipe avec moi, hein, je le souligne, des gens très bien, très compétents, mais c'était quand même moi qui portais le risque financier en fait, lié à l'événement. Et en fait, c'était trop. En fait, je suis restée pendant 3 mois à un niveau de stress très intense et prolongé. Et je pense que c'est ça qui m'a brûlée. Donc, comment je m'en suis rendu compte? Pour répondre à ta question, les premiers signaux, épuisement, mais incapacité à dormir. Je digérais plus rien. J'avais des trous de mémoire, mais absolument abyssaux, alors que j'imagine bien, en tant que comédienne, la mémoire, s'il y a une chose sur laquelle je peux compter dans la vie, c'est ma mémoire. Donc, des trous de mémoire, j'oubliais les rendez-vous clients, j'oubliais, on me disait des choses, puis je reposais la question derrière.
On me dit, mais je viens de te répondre à cette question. Et c'est fou, j'ai un blanc, quoi, en fait. Je ne retiens rien. De la confusion mentale, incapacité de me concentrer, etc. Mais je n'ai pas tout de suite relié les points, en fait, Claire, parce que d'abord, j'ai une très bonne santé, très forte résistance en plus à l'effort, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé. Et donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je sens bien que je ne me sens pas bien, mais je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Et mon mari, me voyant avec des sautes d'humeur, vraiment tous les jours, tout le temps des sautes d'humeur, il ne me reconnaissait plus. Il me dit, va quand même voir un médecin parce que tu m'as pas l'air, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je suis allée voir mon médecin traitant. Et quand je lui ai dit ce que j'avais, il m'a dit, vous êtes en burn-out. Et là, il a sorti la feuille de maladie pour me prescrire des antidépresseurs, ce que je n'ai pas voulu. Ça a été un choix. Je ne dis pas que ça ne peut pas aider les personnes. Moi, ce n'était pas mon choix. Je lui ai dit, mais je sens bien que je ne suis pas déprimée, je sens que je suis épuisée. Voilà, ça a été vraiment… mais voilà, quand il a mis ce mot-là, c'était… Quelque part, c'était un soulagement parce que je commençais à me demander enfin, voilà, si je n'avais pas une maladie chronique, quelque chose qui ne pourrait plus jamais partir, en fait, j'étais inquiète. J'étais très inquiète. Donc là, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de travailler. Il faut que j'arrête de travailler le temps qu'il faudra pour me réparer. Et par rapport aux autres, en fait, par rapport à ta sphère amicale, est-ce que tu as continué, en tout cas pendant cette période, à les voir? Est-ce que tu sentais que ça te faisait du bien ou au contraire, vraiment, tu avais besoin de t'isoler pour travailler aussi, pour te concentrer peut-être? Alors, tu parles de la période où j'étais en train de me brûler ou tu parles de Oui, la période où ensuite j'ai oui, décidé d'arrêter de travailler? oui, oui. Pendant la période où j'ai vraiment tiré sur la corde, j'avais plus de vie sociale du tout. Je n'avais pas le temps, en fait, il y avait plus de temps. Je ne faisais plus de temps. Je ne faisais plus la place pour ces relations familiales ou amicales. Non, il n'y avait que le travail, en fait. C'était vraiment devenu complètement addictif. Et quand je ne travaillais pas, je culpabilisais énormément. Je refaisais 20 fois les mêmes choses parce que j'avais toujours l'impression qu'il y allait y avoir une erreur. C'est vraiment le hamster dans sa roue, quoi. Je pense que c'est l'image qui correspond le mieux à la personne qui est en train de se brûler, c'est vraiment ça. Les choses sont faites de façon extrêmement mécanique, il n'y a plus de plaisir, on n'a plus de contact avec nos sens, en fait. Et il n'y a plus vraiment de joie profonde à faire les choses. Même quand je voyais que ça se passait bien, mon sommet a eu beaucoup de succès en 2020, mais c'était des joies qui n'étaient pas durables. Et je voyais bien que ça ne ressemblait pas à mon état habituel. Quand moi, on m'annonce une bonne nouvelle, pendant 3-4 jours, je suis sur un nuage. Là, pas du tout. Pendant 10 minutes, j'étais contente. Et puis ensuite, la moindre petite chose contrariante me jetait dans des abysses d'énervement, d'amertume. Enfin, nerveusement, c'est pénible de se sentir comme ça, en fait. Et donc, une fois que tu as eu ce diagnostic de ton médecin, Oui. qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu as réagi déjà? Et qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Donc pour lui, la réponse, c'était les antidépresseurs. C'est mon médecin de famille depuis plus de 10 ans, donc je lui parle de façon assez cash. Je lui dis, mais vous me connaissez, moi je ne suis pas trop pour la camisole chimique, tout ça, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et il m'a dit, mais il n'y a rien d'autre à faire. Si vous voulez aller mieux, vous devez prendre des antidépresseurs. Et je dis, mais bon, mais si je veux faire autrement, il dit, ben, ça vous regarde, si vous voulez pas guérir, c'est votre problème. Et c'était pas du tout c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, mon médecin. Donc j'ai été étonnée de son agressivité, en fait. Je me suis dit, je suis quand même là dans un état de vulnérabilité et il me parle comme si, presque comme si j'étais contente d'être malade, en fait. Donc je l'ai vraiment pas bien vécu. Je suis rentrée avec avec ma prescription médicale, j'ai été voir mon mari, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'il faut que je prenne des antidépresseurs? Tu vois, tu vis avec moi depuis des mois, tu vois que je ne vais pas bien, est-ce que tu penses que c'est ça la réponse? Et je lui fais énormément confiance parce qu'il me connaît tellement bien et il m'a dit non, non, je ne pense pas. Il me dit par contre, il faut absolument que tu arrêtes de travailler. Je vois bien que c'est n'importe quoi. Ça faisait des mois qu'il me disait tu travailles trop, tu travailles trop. Ça va craquer à un moment donné, tu travailles trop. Et je ne l'écoutais pas du tout. Donc, voilà, j'ai pris la décision, en accord avec évidemment mon mari, de partir à la campagne, dans ma maison de famille. Et j'ai arrêté de travailler totalement pendant cette période-là, pendant presque 4 mois. Voilà, 4 mois à dormir. Et quand je ne dormais pas, je faisais des choses manuelles. Je faisais du dessin, je faisais la cuisine. Je sentais que j'avais vraiment besoin de me reconnecter à des choses
très concrètes, simples, et qui ne mettaient pas en route mon cerveau, le cerveau pensant là, qui avait Mmh. beaucoup trop surchauffé pendant toute la période précédente. Et voilà. Et la chose que je faisais pour essayer de réparer ma mémoire, qui était vraiment très abîmée, c'était que j'avais décidé de faire des mots fléchés. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais j'avais la sensation que le fait de réfléchir, mais sur quelque chose de ludique, en fait, il n'y avait pas de performance. J'étais contente quand je trouvais un mot, un synonyme, je me disais, bon, bah, je ne suis pas complètement inapte intellectuellement, parce que ça, c'est quelque chose qui fait très peur, je trouve. Vu que j'avais beaucoup de mal à me concentrer, je me suis dit, peut-être que je ne pourrais plus jamais retravailler. Et là, j'arrivais à me concentrer. Alors, je faisais 20 minutes de mots fléchés, 2-3 fois dans la journée. Et puis le reste du temps, voilà, des bains de soleil dans le jardin, que des choses, en fait, qui reposent la tête. Mmh. Et au bout de 4 mois, en fait, donc tu as vu, l'évolution là pendant ces 4 mois? Il y a eu des choses Oui, qui ont bougé déjà, pendant ces 4 mois? oui, oui, tout à fait. Alors, je vais quand même, donner des éléments aussi, parce que j'ai pas été accompagnée, ni par un psychothérapeute ou une coach ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai quand même eu des appuis. J'ai beaucoup, beaucoup lu. J'étais beaucoup sur internet pour lire est-ce qu'il y avait des compléments alimentaires qui pouvaient aider. Donc, je me suis supplémentée notamment en magnésium. Heu j'ai, également été voir à plusieurs reprises, une ostéopathe parce que j'avais des douleurs, un peu partout, de dos bloqué, j'avais des problèmes de poignet, j'avais très mal au poignet. Hem Et donc, ça, j'y allais à peu près tous les 15 jours, j'allais chez l'ostéopathe. Et je pense que ça a participé, ça, le repos total, le fait de beaucoup dormir et de récupérer, en fait, nerveusement aussi par le sommeil. C'est vraiment ça, je pense, qui a été salutaire et m'a permis de remonter. Je pense que je n'étais pas à un stade, de burn-out où je ne pouvais plus sortir du lit, hein. Ça, je sais que c'est des stades, très avancés. Je pense que j'étais à un 1er stade, mais rien que ce 1er stade déjà, je me suis fait très peur. Donc Mmh. j'imagine les personnes qui atteignent, le moment où le corps ne répond plus du tout. Vraiment, elles ont toute ma compassion parce que je sais que c'est horrible de vivre ça, quoi. De plus du Mmh. tout être en contrôle de son esprit et de son corps, quoi. Et comment tu es revenue là au bout de 4 mois? Donc, tu es restée vraiment 4 mois à la campagne? Ou bien, tu es Oui, un petit peu, rentrée, entre-temps, oui, non, 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 je suis concrètement, vraiment restée quasiment, bon, 3 mois et demi, on va dire 3 mois et demi à la campagne. J'avais, énormément la hantise de revenir à Paris parce que pour moi, Paris, ça représentait, bah, vraiment ce stress qui m'avait engloutie, on va dire. Et quand je suis revenue, bah, déjà, j'ai mon bureau, je loue un bureau dans un espace de coworking et la première chose que j'ai demandé, c'est qu'on me change de bureau. mmh. Voilà, j'ai demandé à la personne qui gère le lieu, j'ai dit: «Est-ce que c'est possible que je ne revienne pas dans ce même environnement où voilà». Dès que je voyais l'endroit, où j'avais travaillé, presque jour et nuit pendant 4 mois, je m'étais brûlée, j'avais envie de vomir. Donc voilà, j'ai changé d'étage, j'avais un nouvel environnement, j'ai réorganisé mon bureau différemment. J'ai pas perdu du tout la motivation pour mon travail. J'aime toujours mon travail, autant. Par contre, je travaille, vraiment différemment et pour la reprise, je pouvais pas au départ, quand j'ai recommencé à travailler, je pouvais pas travailler plus de 2 heures. Mmh. C'est-à-dire si je essayais de me concentrer plus de 2 heures, 2h30, j'avais des migraines qui duraient 2 jours et Mmh. je sentais que c'était relié au burn-out parce que, ça peut m'arriver d'avoir des migraines, mais en général, j'identifie la cause, soit c'est hormonal ou voilà. Mais là, je sentais que c'était lié au fait que je m'étais trop concentrée, trop longtemps et que mon cerveau était pas encore prêt, quoi. Donc j'ai recommencé vraiment de façon très progressive. Donc d'abord, voilà, 1 heure et demie, 2 heures maximum et puis ensuite, de semaine en semaine, je rajoutais 1 heure, 1 heure, 1 heure 30 toutes les semaines. Je rajoutais, du temps de travail jusqu'à ce que je puisse recommencer à avoir une journée de travail, normale. Pas Mmh. la folie comme j'avais vécu avant, hein. Les 10 heures, 12 heures de travail par jour, c'est fini, je ne ferai plus jamais ça. Mais voilà, de pouvoir travailler 7 heures, de façon efficace, en privilégiant aussi les moments où j'ai de l'énergie, en faisant des bonnes coupures aussi entre les Mmh. différentes tranches de la journée et voilà. À part la mémoire qui n'est pas la même, j'ai pas récupéré la mémoire que j'avais avant le burn-out. Elle est bien revenue, hein, mais je dirais qu'elle est à 70 de ce qu'elle était avant. Donc je Mmh. sens vraiment c'est sensible. Le Les oublis, peuvent être un peu plus fréquents ou la difficulté de trouver un mot ou le nom de quelqu'un.
Voilà, mais je dirais que pour les autres fonctions cognitives, la qualité du sommeil, la digestion, enfin, j'ai plus de problèmes, articulatoires, enfin articulaires, pardon, articulatoire, c'est c'est oral. Plus de problèmes, enfin voilà, tous les soucis que j'avais de santé, se sont résorbés, Sans réserver. suite à cette période de repos. Ouais, suite au repos total, ouais. Et là, aujourd'hui, en fait, justement, est-ce que tu as implanté des rituels ou des petites choses dans ta vie pour justement éviter que ça se reproduise? Oui, alors déjà, mais je pense que ça peut être quelque chose de commun à toutes les personnes qui sont brûlées, c'est que je suis hyper attentive aux signaux de mon corps. Mmh. Donc, dès que je ressens une forme de lourdeur, et je la ressens vraiment physiquement, hein, ce c'est vers la fin de la journée, et je ressens, une lourdeur, une difficulté un peu à me concentrer sur ce que je suis en train de faire, une lassitude. Tout de suite, j'arrête, je pose tout, je me dis: «Tant pis, ce qu'il y a à faire, je le ferai demain». C'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je me sente en bonne santé. Donc ça, première chose. Le fait de faire des pauses, je le disais juste avant, Mmh. j'avais tendance à me mettre dans un couloir de travail, 9 heures, voilà, 20 heures, 21 heures, 22 heures, auparavant. Là, maintenant, c'est plus ça. La pause du midi, c'est sacré. Mmh. Souvent, bah, si je peux, je fais une petite sieste, après. Si je travaille de la maison, si je suis au bureau, je vais aller marcher. Je vais aller marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes, dans le quartier. Heu, je suis attentive à avoir ces temps de respiration, et ne plus, voilà, des temps un peu d'évasion, on va dire, Mmh. et de respiration cognitive pour que le cerveau, il ait ses temps de récupération, de régénération. Voilà, et puis je suis devenue extrêmement sensible au stress aussi. Mmh. C'est-à-dire que je supporte pas il y a un certain niveau de stress que je supporte, mais qui est beaucoup plus faible qu'avant. C'est-à-dire que Mmh. dès que je sens que quelque chose va me mettre en surstress, ou que je suis dans une période où j'ai déjà accepté beaucoup de contrats et où on me propose quelque chose de plus, bah là, je dis non, en fait. Là où Mmh. j'aurais dit oui avant. On se dit: «Oh, c'est bon, bah, cette semaine-là, ce sera une semaine un peu humaine, mais la semaine d'après, ça ira mieux». Et là, en fait, je me dis: «Non, non, je veux pas. Je veux pas tenter le diable, en fait». Et je sais que les personnes, qui ont déjà, subi un burn-out sont forcément, un peu dans, comment dire? Il y a un danger de rechute, Mmh. et donc, voilà, je veux pas, je veux surtout pas rechuter, donc je fais vraiment, vraiment très, très attention à ça. Et que les choses qui me prennent beaucoup d'énergie, et les périodes où il y a beaucoup de choses, j'essaie toujours d'avoir une demi-journée de coupure, où je me dis: «Ah bah tiens, là, j'ai eu 2 jours, j'étais en formation en entreprise, j'ai beaucoup donné, j'ai animé des grands groupes et cetera». Ben là, demain, je travaillerai de la maison, puis le matin, je fais rien. Je commencerai à travailler à partir de 14 heures. Donc je Mmh. peux le faire aussi parce que je suis pas salariée, hein, parce que je suis mon propre «patron» entre guillemets. Mais avant, j'étais déjà mon propre patron, mais je me traitais mal, en fait. Je Mmh. me traitais très, très durement, quoi. Mmh. Et je dis souvent que derrière un burn-out, il y a un cadeau caché. Est-ce que tu considères que tu as reçu un cadeau, toi, derrière? Absolument. Alors c'est un cadeau, appris dans, enfin, comment dire? Accueilli dans la douleur, on va dire. Mmh. On va dire que l'emballage est plein d'épines, mais oui, c'est un cadeau dans la mesure où, bah, moi, ça m'a obligée à me poser des questions sur mon rapport au travail. C'est-à-dire pourquoi le travail, prend une aussi grande place dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche à prouver, en fait, avec ça? Hem, qui est-ce que je cherche à impressionner, en étant un bourreau de travail comme ça? Donc ça m'a permis de me poser des questions qui sont des questions, je pense, qui sont fondamentales. Est-ce qu'on a besoin à tout prix, justement de prouver des choses? Est-ce que, le plaisir, le fait de faire les choses, avec légèreté, est-ce que c'est pas ça qui devrait être un signe qu'on est sur la bonne voie quand on travaille? Hem et heu et bon, la valeur travail est une valeur très importante dans ma famille. J'ai toujours vu mes parents, mes grands-parents travailler très dur. Pour eux, bah, l'insulte suprême, c'était de dire que quelqu'un était fainéant. Mmh. C'était l'infamie, quoi. Tous les autres défauts n'étaient rien à côté de celui-ci. Et
Et donc, j'ai grandi sans remettre en cause cette croyance que le travail, c'était la valeur suprême et qu'il fallait absolument, quelque part, souffrir par le travail, que c'était normal, en fait, de souffrir par le travail. Et que si déjà on faisait quelque chose qu'on aimait, ben, il fallait déjà être bien content et on était déjà privilégié. Donc tout ça, je l'ai déconstruit depuis le Mmh. burn-out. Tout ça, j'ai déconstruit. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai rien à prouver à personne. Je suis dans ma deuxième partie de vie, voilà, je suis déjà une femme mature. Non, j'ai pas envie de vieillir, avec plein de problèmes de santé et cetera, dus au fait que j'ai trop travaillé et que je me suis négligée. Voilà, j'ai l'intention de vivre très vieille et en bonne santé, donc donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, quoi». Hem et et oui, le travail, c'est important parce que c'est une des choses par lesquelles on peut se réaliser, mais il y a pas que ça. Il y a, la famille, il y a le couple, il y a le temps pour soi. Ça, c'est vraiment important, pour moi d'avoir du temps pour soi. Ben là, la preuve, hein, là, je suis en Crète, non Mmh. en vacances, mais en télétravail Pareil, ouais. et j'avais besoin de ce temps, de cette bulle, voilà. La fin d'année 2021 a été aussi, un peu pesante. Alors j'étais pas en burn-out, mais j'avais besoin de changer d'environnement et de m'aérer et je me suis dit: «Je vais aller dans un endroit où je peux travailler, mais où, voilà, il y a du soleil, il y a la mer, il y a la nature à proximité». Ça me recharge beaucoup et voilà. Et ce temps de solitude et heu, quelque part une forme de silence intérieur, moi, c'est ce qui me recharge. Donc je pense que pour Mmh. chacun devrait pouvoir identifier, en fait, ce qui le recharge et mettre un peu de ça, saupoudrer ça dans ses journées, en fait, et pas attendre les vacances. Moi, j'arrivais toujours en vacances, complètement explosée, Mmh. mais c'est pas bon pour soi déjà parce qu'on profite pas complètement de ses vacances. Si on fait que dormir, est-ce que c'est vraiment des vacances? Mais c'est pas bon non plus pour l'environnement, pour le couple, pour la famille, pour les amis, si on accueille des amis et cetera, qui vous voient complètement, défaite. Non, c'est un temps de vie qui est vachement important, le temps où on est avec ses proches, avec les gens qu'on aime. Et ils ont aussi, eux, le droit d'avoir, une version de nous, qui est, pleine d'énergie, pleine de bonne humeur, d'attention aux autres, et on ne peut pas donner ça quand on est tout le temps épuisé, quand on a donné toute sa sève, au travail. Mmh. Donc voilà, c'est ça le cadeau, c'est cette prise de conscience. On me le disait avant, mais tant que je n'avais pas vécu dans ma chair, je considérais que c'était un truc, je dis: «Oh, les gens qui ont le burn-out, c'est des gens un peu faibles, c'est Mmh. des gens qui s'écoutent beaucoup», voilà, j'en étais là, hein, Mmh vraiment, mh. vraiment, vraiment, et je me dis: «Mais comment j'ai pu être aussi stupide, en fait?» Je m'en veux d'avoir pu penser ça, mais voilà, c'était ce que je pensais. Donc quand je vois des gens qui pensent ça, je me dis pas: «Ah bon, tiens, pourquoi ils pensent ça?» Non, je me dis: «Ben, juste, ils savent pas, en fait, c'est de l'ignorance». Mmh. Hem, Si un jour ils le vivent, ils comprendront que ça arrive plutôt à des gens costauds et des gens qui, au contraire, adorent travailler. Ils ne cherchent Mmh. pas une excuse pour arrêter de travailler du tout. Mmh. Bon, merci Marielle. En tout cas, c'est riche ce que tu viens de nous partager là, ton expérience, personnelle. Alors, je crois savoir que même si tu es en Crète, effectivement, tu prépares des petites choses. Est-ce que tu peux nous parler de ton Oui. actualité, Oui, bien sûr. Alors je vais bientôt revenir en France, hein, mais en fait, je suis en train de travailler sur l'organisation d'un événement, qui va s'appeler Grandeur d'âme, le salon. Donc c'est pas mon sommet, qui est en ligne, qui a lieu une fois par an. C'est, un événement physique, celui-là, qui aura lieu à Paris le 30 juin de 18h à 22h. C'est en soirée et qui sera pour ce premier événement présentiel consacré justement à l'épuisement, féminin. Donc tu m'as fait la joie et l'honneur d'être une de mes intervenantes, que je vais interviewer sur le sujet. Mais voilà, il y aura, un peu 3 parties dans cette soirée. Comment, prévenir le burn-out? Quand on est dedans, bah, comment, on fait? Qu'est-ce qu'on met en place, pour pouvoir, s'en sortir? Et puis on aura, également, une experte qui viendra nous permettre de prendre de la hauteur sur le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que cache cette épidémie de burn-out? Quel est le rapport que nous avons en Occident avec, la productivité, mais aussi quel est le rapport entre la performance, la productivité et les femmes.
puisqu'il y a aussi on le sait bien, la charge mentale, c'est quand même quelque chose d'assez genré. Et donc, elle va nous permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile de remettre en cause cette notion d'être productif, d'être productive en tant que femme. Donc voilà, donc on aura des choses concrètes, un peu du mode d'emploi pour ne pas tomber dans le burn-out si on est dedans, pour pouvoir mieux s'en sortir, mais aussi une vision un peu plus sociologique autour de ce phénomène qu'on est bien obligé d'appeler un phénomène de société maintenant, au niveau du travail. Donc voilà, et voilà, les classes on pourra s'inscrire là à partir du 30, à partir de ce soir, à partir du 30 mai, on pourra prendre ses places. Voilà. Très bien, Marielle. Eh bien, moi, je suis extrêmement contente aussi d'y participer et de faire des choses avec toi, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et bien, effectivement, vous allez retrouver tous les liens utiles sous cette vidéo pour vous inscrire. Je vous encourage à venir nous rejoindre, donc à Paris, le 30 juin. Voilà. Marielle, est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter? Alors, si je devais rajouter quelque chose, si dans les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui sont encore dans le burn-out ou qui se sentent glissées dedans, déjà, je voudrais leur dire qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y a des moyens de se faire accompagner, notamment par toi, Claire, de garder la foi dans le fait que c'est possible de renaître d'un moment de descente comme ça. Parce que quand on est au fond du trou, on a vraiment l'impression qu'on ne va jamais revoir la lumière. Et c'est un moment de vulnérabilité qui est très, très intense. Et voilà, je voulais leur dire que je compatis, que je les comprends et surtout qu'elles gardent foi en elles-mêmes parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à donner et que c'est possible de s'en sortir. Voilà. Merci pour ce message rempli d'espoir et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens d'exprimer. Bon, Marielle, à très vite. Et oui. Merci à vous. Je te remercie encore, Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.